tous en ce mercredi 5 décembre. C'est déjà la 14e émission de Radio IM Pro. Donc ce matin, les informations de l'IM Pro, les jeunes en stage. Donc vous ne verrez pas cette semaine Mira, Iman, Rose, Najami et Mathieu. Je rappelle à tout le monde que le prochain événement, le gros événement de l'IM Pro, se tiendra le vendredi 21 décembre. Donc nous aurons la visite d'un magicien à l'IM Pro le matin, plus le marché de Noël à l'IM Pro qui est l'après-midi. Et ces deux événements sont ouverts à tous, donc aux parents ainsi qu'aux jeunes de l'IM Pro. Avant de retrouver Tony pour sa chronique habituelle sur un professionnel de l'IM Pro, je vais essayer de faire un retour avec vous sur le film Jour de fête de Jacques Tati que l'on a vu avec les élèves dans l'opération École et Cinéma. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu de Jacques Tati. Donc, Jacques Tati, chef, est à la base un sportif accompli. Équitation, tennis, rugby. Il démarre sa carrière dans le music-hall et plus particulièrement dans le travail du mime sous le nom de Jacques Tati. À 25 ans, il commence à réaliser des courts-métrages, mais la Seconde Guerre mondiale arrive et Tati est mobilisé dès septembre 1939. Il participera à la bataille de la Meuse en 1940, en 1943 pour échapper au STO. Tati se réfugie avec son ami Marquet dans le Berry à Sainte-Sévère-sur-Indre. Il y réalisera un court-métrage, L'école des facteurs, qui constituera un premier brouillon du long-métrage Jour de fête. Ce film lui permet de tourner et de produire Jour de fête en 1947, qui remporte le prix du meilleur scénario à la Biennale de Venise 2 ans après sa sortie, ainsi que le Grand Prix du cinéma de Paris en 1950. Il devait être un des premiers longs métrages français en couleur, mais l'aspect expérimental du nouveau système couleur Thomson Color et le coût élevé d'un tirage couleur firent qu'il dut sortir en noir et blanc. Ce n'est qu'en 1995 qu'une copie couleur put être tirée et présentée au public. Tati entame alors un combat contre une société moderne qui pour lui montre une forme de déshumanisation de la société. Alors, de quoi parle le film Jour de fête ? Alors, Jour de fête, c'est un film qui retrace la fin des années 40, donc on est dans un petit village qui s'appelle Saint-Sévère. Les habitants de ce petit village, paysans à la moisson, petits commerçants, Monsieur le maire et François le facteur, joués par Jacques Tati, sont observés avec une bienveillante malice par une vieille femme, accompagnée d'une chèvre. Ce petit monde va être perturbé par l'arrivée des forains, Roger, sa femme et Marcel, qui organisent une fête au village. Ces festivités ne s'achèveront pas sans avoir laissé quelques traces sur les habitants, particulièrement sur le facteur François. Après avoir fait la démonstration de sa sociabilité en participant à la préparation de la fête et en trinquant avec qui veut, le facteur essaie déjà bien éméché de faire en vélo une tournée à l'américaine multipliant les performances. Il finit dans l'eau, de retour vers le bourg, il est sollicité par des paysans et c'est le petit garçon coiffé de son képi de facteur qui terminera la tournée. Alors le personnage de François. François le postier est le personnage principal du film. Il fait penser à un personnage de bande dessinée. Il est grand, a une démarche assez particulière, bouge beaucoup, mais a un visage impassible. Il est naïf, a de la conscience professionnelle, est enthousiaste pour tout, maladroit, simple, joyeux, sautillant. Mais attention, François n'est pas à proprement parler un idiot, comme on se plaît parfois à le décrire. Sobre, il est suffisamment clairvoyant pour distinguer une vraie lettre d'une fausse postée par les enfants, allant jusqu'à faire mine de frapper d'un tampon avec son poing, afin de ne pas les décevoir. Suffisamment malin pour obtenir qu'un pieu soit enfoncé dans la terre par un homme souffrant d'un strabisme. Suffisamment ingénieux enfin pour faire croire à 2 représentants de la police militaire américaine que la France, championne de système D, dispose de téléphones portables qui peuvent être fixés à l'avant d'un vélo. Donc si vous n'avez pas vu Jour de fête de Jacques Tati, eh bien nous vous le recommandons, essayez de le voir, essayez de le trouver, ça se trouve, vous pouvez même le trouver sur YouTube, donc essayez de regarder ça. Et tout de suite, nous retrouvons Tony pour sa chronique habituelle sur une présentation d'un personnel de l'IM Pro. Et ce matin, Tony, vous avez décidé de vous intéresser à... Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Tony. Pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'IM Pro ? Alors, moi je suis sur 3 postes, Tony. Donc je suis gardienne de l'IM Pro. Donc ça veut dire que quand l'établissement est fermé, donc c'est moi qui suis là en veille pour surveiller si tout va bien, etc. Pour ouvrir l'établissement le matin et le fermer le soir. Ensuite, je suis standardiste. Donc, je réponds au téléphone et je transmets les communications téléphoniques dans les bureaux ou vers les professionnels à qui c'est dirigé. Et je suis responsable donc, des services généraux en plus. Donc ça consiste en fait, grosso modo, à tout ce qui concerne l'entretien du bâtiment, l'entretien des véhicules. Je gère l'équipe de ménage. Je gère l'équipe, les 2 garçons qui s'occupent de l'entretien des bâtiments et tout ce qui est parc automobile, tout ce qui est sécurité, extincteur, etc., tout genre de choses.
Euh, et je gère toutes les présences et les absences tous les matins des jeunes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, ce qu'il me plaît dans ce métier, c'est le lien que j'ai avec les jeunes de l'IM Pro et bien sûr le contact que j'ai avec les professionnels. Voilà, j'ai découvert le médico-social il y a à peu près 19 ans et je ne regrette pas mon choix. Voilà, j'aime beaucoup ce métier. Depuis quand êtes-vous à l'IM Pro? Je suis arrivée à l'IM Pro en juin 99. Je vais vous poser quelques questions pour un peu mieux vous connaître. Oui. Si vous étiez un animal, Je pense que je serais un chien. un peu de cuisine, Je pense que j'aimerais être... ça sera pas un plat. Je pense que je serais une huître. une chanson, Une chanson. Joker. un acteur ou une actrice, Louis de Funès. un film, La Grande Vadrouille. un sport. Le judo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, merci à toi. Merci Tony et merci Nathalie pour cette interview. Et tout de suite, nous allons retrouver Yvan pour le plus tôt ou plus tôt. Yvan, c'est à vous. Booba ou plutôt Caris? Boba, Plutôt Snap ou Insta? Insta, Plutôt boîte de nuit ou plutôt restaurant? restaurant, Plutôt Peppa Pig ou plutôt Simpson? Simpson, Plutôt Samsung ou plutôt iPhone? iPhone, Plutôt McDo ou plutôt Burger King? Burger King, Plutôt Noël, plutôt jour de l'an? jour de l'an, Plutôt RER ou plutôt TGV? TGV, Plutôt Booba ou plutôt Caris? Cariste. Plutôt Snap ou Insta? Snap. Plutôt boîte de nuit ou plutôt restaurant? Hmm. Boîte de nuit. Plutôt Peppa Pig ou plutôt Simpson? Simpson. Plutôt Samsung ou plutôt iPhone? Samsung. Plutôt McDo ou plutôt Burger King? Hamburger. Plutôt Noël ou plutôt jour de l'an? Noël. Plutôt RER ou plutôt TGV? TGV. Plutôt Booba ou plutôt Caris? aucun des deux. Plutôt Snap ou Insta? Plutôt Snap, Plutôt boîte de nuit ou plutôt restaurant? restaurant, Plutôt Peppa Pig ou plutôt Simpson? Simpson, Plutôt Samsung ou plutôt iPhone? plutôt iPhone, Plutôt McDo ou plutôt Burger King? Burger King, Plutôt Noël ou plutôt jour de l'an? les deux, Plutôt RER ou plutôt TGV? plutôt RER. Alors merci Yvan et merci aux élèves qui ont répondu aux questions d'Yvan. Et tout de suite, on retrouve Maxime pour une petite chronique sur la mort d'une actrice française dans la semaine, là, il y a peu de temps. Le décès de Maria Pacôme. Alors Maxime, c'est à vous. Elle était avant tout connue du grand public pour ses dents du bonheur, son regard un peu trouble et ses seconds rôles au cinéma du gendarme de Saint-Tropez en 1964 à la crise 1992, en passant par les sous-doués 1980, ces comédies à la con pestaient Maria Pacôme avec un accent circonflexe à l'image de ses personnages de bourgeoise exubérante. Elle préférait qu'on retienne sa longue carrière sur les planches du théâtre, fut-il de boulevard. La comédienne est décédée samedi après-midi dans sa maison de Ballainvilliers, l'Essonne. Des suites d'une longue maladie, selon son fils François, né de son union avec Maurice Ronet,
elle avait 95 ans. Née Simone en 1923 à Paris, elle a choisi son second prénom pour monter sur scène. Cette fille et sœur de militants communistes était passée par le cours Simon, dans la même classe que Michel Morgan et Daniel Delorme. Simon m'a dit: t'as pas une tête géniale, mais je te garde sans payer, racontait celle qui vendait des chaussures pendant la guerre. Sa carrière a réellement décollé à partir de 1958 avec Oscar. Aux côtés de Pierre Mondi et Jean-Paul Belmondo, Maria Pacôme a ensuite alterné avec succès au théâtre avec Jean Poiret et Pierre Mondi, et au cinéma pour Jean Giraud, Claude Zidi, etc. Elle interprétait des rôles d'excentriques, voire d'hystériques, comme tant d'hommes en ont d'abord alors écrit pour les femmes. Et je crois, Maxime, qu'elle a aussi joué avec des jeunes comédiens à l'époque, qui étaient Daniel Auteuil et Patrick Bruel au théâtre. Lassée d'être réduite à ce registre, celle qui aimait par-dessus tout jouer sans chaussures s'est mise à écrire ses propres pièces de boulevard. Ce théâtre farfelu qui peint son époque, Apprends-moi Céline, 1977, avec un débutant nommé Daniel Auteuil, on m'appelle Émilie, 1984, avec un certain Patrick Bruel ou encore Les Seins de Lola, 1987, l'histoire d'une sexagénaire qui cherche à se refaire la poitrine, un des derniers succès du show au théâtre ce soir. Maria était une vraie auteure de jolies pièces qui ont bien marché, témoigne Stéphane Hillel, le directeur du théâtre de Paris, qui a mis en scène sa toute dernière apparition sur les planches en 2008. La Maison du Lac d'Ernest Thompson, aux côtés de Jean Pia, disparu en septembre alors qu'elle avait décidé d'arrêter sa carrière. Elle a accepté de revenir pour remplacer Daniel Darieux, qui s'était cassé l'épaule un mois avant la première, poursuit Hillel. Elle était d'une grande fidélité. Eh bien, merci Maxime pour ce petit hommage à Maria Pacôme. Maintenant, on passe aux actualités. Alors, concernant les actualités du jour, hier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé des mesures destinées à calmer les gilets jaunes. Il a annoncé le gel de la hausse de l'essence ainsi que le gel des tarifs du gaz et de l'électricité pour les 6 prochains mois. Cependant, cela ne semble pas calmer les gilets jaunes, pour qui ces mesures sont trop tardives et trop faibles. Certains d'entre eux pensent que le gouvernement veut tenir et réinstaurer toutes ces taxes pendant les vacances d'été. Un acte 4 de rassemblement est d'ores et déjà annoncé samedi dans toute la France. Des lycéens bloquent leurs établissements dans les académies de Versailles et de Créteil pour protester contre les réformes du lycée ou encore de la voie professionnelle. Et tout de suite, je vais laisser ma place à Christopher pour l'actualité sportive. Alors, Christopher, dans l'actualité sportive, il y a du foot et du biathlon. Alors, en football. Le PSG se rend sans Neymar à Strasbourg ce soir. Le PSG effectue un déplacement difficile car c'est sur cette pelouse que le club de la capitale avait perdu son premier match la saison passée. De plus, Strasbourg vient d'uffiser un sanglant 4-1 au Rennais. Oui, et en biathlon. Martin Fossat dispute sa première course individuelle de la saison. Il devra faire face à Nesbo, le Norvégien, qui est de l'Ari du Français, l'athlète le plus performant et le plus dangereux pour lui. Pour ne pas sombrer dans l'ennui, elle essaiera de titiller les performances de Bondalen. 95 victoires en Coupe du Monde et 19 médailles d'or en championnat du monde. Le Français n'est pas
pas loin avec 74 victoires et 11 belocs dorés. Merci Christopher pour le journal des sports. Cette semaine a eu lieu la remise du Ballon d'Or et c'est Luka Modric, le Croate, qui l'a gagné. Et Luka Modric a une histoire un peu particulière que va vous raconter Aurélien. Aurélien, on vous écoute. Héros dans son pays, Modric a été récompensé pour le rôle primordial qu'il a joué pour porter les Croates en finale de la Coupe du Monde perdue face à la France 4-2 et le Real Madrid vers son 3e titre consécutif en Ligue des Champions. 2018, c'est l'année de tous mes rêves. C'est un immense plaisir et un véritable honneur de faire partie de ce groupe de grands joueurs qui ont gagné ce prix. Mes parents ont tout sacrifié pour moi quand j'étais enfant. C'est grâce à eux que je suis là ce soir, a-t-il déclaré en recevant son Ballon d'Or au Grand Palais à Paris. Le chemin de Modric, 33 ans, avait pourtant commencé bien loin de là, sur les pentes du massif de Velbi, qui surplombe l'Adriatique, où ne reste aujourd'hui que les ruines calcinées d'une maison du village de Modrici. C'était le gîte de son grand-père, un autre Luka Modric, tué par les forces serbes dans les premiers mois de ce conflit de 1991 à 1995, qui devait faire quelques 20 000 morts. Tout près un panneau d'Angers-Mainz rappelle ce passé. Alors âgé de 6 ans, Luka Modric fuit avec sa famille à 40 km dans la ville côtière de Zadar. C'est là, dans le fracas des bombes qui s'abattent sur le petit port, que va éclore l'un des plus grands talents contemporains du football européen. J'avais entendu parler d'un petit garçon hyperactif qui, dans un couloir d'hôtel, ne cessait de taper dans un ballon et dormait avec, se souvient Josip Bajlo, alors entraîneur de l'équipe du NK Zadar. Le talent du garçon apparaît comme une évidence, il était une idole pour sa génération, un leader, un chouchou. Les enfants voyaient déjà en lui ce que nous voyons aujourd'hui, poursuit l'entraîneur de 74 ans. Entraînement sous les bombes. Le phénomène éclot dans une ambiance terrifiante, c'est l'arrivée des millions de fois que les bombes se mettent à tomber alors que nous allions à l'entraînement, nous forçant à courir vers les abris. Se souvient Marijan Buljat, un camarade de Luka Modric. Lui-même ancien professionnel, Buljat, 36 ans, est convaincu qu'en lui forgeant une grande force de caractère, les rigueurs de cette période furent un des facteurs qui ont contribué à ce qu'il devienne un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, en 3e division, le NK Zadar est un club réputé pour avoir formé de nombreux joueurs, de Josip Skoblar à Danijel Subacic. Mais aux yeux des supporters, Modric a un statut à part. Même s'il n'a jamais porté le maillot de l'équipe professionnelle, il est parti au Dinamo Zagreb alors qu'il avait 15 ans. Pour Zadar, Luka est un dieu du football. Dit Slavko Skalji, un métallurgiste à la retraite de 66 ans. Son immense popularité en Croatie a toutefois été ternie par son témoignage l'an dernier pendant le procès pour corruption de l'ancien patron du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamić. La déposition de Modric semblait de nature à partiellement disculper Mamić, au nid de nombreux supporters croates qui l'accusent d'avoir mis le football de leur pays en coupe réglée. Faute de preuves, la justice croate a finalement abandonné lundi, jour de remise du Ballon d'Or, les charges pour faux témoignages qui pesaient contre lui et qui auraient pu lui valoir jusqu'à 5 ans de prison. Ce lundi soir, Mediapart a aussi publié un nouvel épisode de la saison 2 de Football Leaks. Luka Modric, Ballon d'Or, offshore, lié à une mafia croate du foot, condamné à de la prison avec sursis pour fraude fiscale. Le milieu du Real et capitaine de la sélection croate a aussi été associé à un clan politico-mafieux. Le parcours en Coupe du Monde du joueur du Real Madrid a vite effacé
le ressentiment qui avait commencé à apparaître chez ses supporters lors du procès. Même si la petite nation de 4 millions d'habitants a perdu en finale 4-2 contre la France, plus de 500 000 personnes l'ont acclamé en héros à son retour à Zagreb. Modric, élu meilleur joueur du mondial, et a également remporté les titres de meilleur joueur de la saison écoulée pour l'UEFA puis de la FIFA. C'était une saison incroyable, la meilleure de ma vie, avait-il confié à l'époque. Revers de la médaille, l'épopée en Russie a été difficile à digérer et il a perdu de sa superbe sur le terrain. On avait tellement envie de faire quelque chose de grand avec la Croatie que maintenant toutes ces émotions nous retombent dessus et qu'après ce n'était pas facile de s'en remettre, a-t-il confié en septembre dans une interview au syndicat des joueurs professionnels, FIFPro. Ce coup de mou n'est cependant pas suffisant pour faire tomber la couronne du petit prince croate, petit réfugié devenu géant du football. Eh bien, merci à Aurélien pour ce portrait de Luka Modric, donc le nouveau Ballon d'Or. Et je vous rappelle le podium jusqu'à même la 4e place du Ballon d'Or. Ouais. Donc, première position, on retrouve Luka Modric. Deuxième position, on retrouve Cristiano Ronaldo. Troisième position, on retrouve Antoine Griezmann. Et quatrième position, on retrouve Kylian Mbappé. Dans l'actualité musicale du moment, il y a 2 sorties d'albums de rap. Donc, il y a l'album de Kalash Criminel et l'album de Giorgio. Alors, l'album de Kalash Criminel, donc qui s'intitule La Fosse au Lion et qui est sorti le 23 novembre. Pour vous en parler, on écoute Christopher. C'est la cagoule la plus célèbre du hip-hop français. Le rappeur Kalash Criminel, 23 ans, originaire du quartier Rougemont à Sevran, sort son premier album, La Fosse au Lion. L'artiste est loin d'être connu, ses 2 premières mixtapes, RAS et Oyoki, sortis en 2016 et 2017, ont été certifiés disque d'or et les grands noms du rap français se l'arrachent. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'album ? Au fil des titres, La Fosse au Lion raconte son enfance à Sevran, marquée par de mauvais rapports avec certains professeurs et des regards méprisants. Le hall 14 où il a usé ses bas de survêtement, mais aussi ses liens avec la République démocratique du Congo, son pays d'origine, pilier pour le coltan, un minerai ou encore son fils et sa maman. L'album est marqué par plusieurs collaborations, Gradure sous King Gewalt, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois. Depuis que je rappe, j'ai toujours aimé travailler avec d'autres artistes, explique-t-il. Cela apporte une couleur différente à mes sons. Une tournée mondiale devrait démarrer début 2019, Canada, Suisse, Afrique, France bien sûr. Je n'oublierai pas d'aller dans les salles du 9-3, jure-t-il. Pour l'instant, on a juste un souci avec l'Olympia qui n'apprécie pas ma cagoule. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son parcours, s'il vous plaît ? L'homme a commencé à rapper en 5e au collège Georges Brassens de Sevran, seul dans ma chambre le soir. J'ai toujours aimé la solitude, raconte-t-il. À 13 ans, il enregistre un premier vrai morceau chez son cousin qui dispose d'un micro. Je l'ai envoyé à tout le collège. Les gens ont kiffé. Mes potes le mettaient en sonnerie de téléphone. S'amuse-t-il. La sauce prend vite. Il se fait un nom crédible à Sevran avec Traumatisé, diffusé sur internet en 2013. Plusieurs freestyles sur Skyrock l'adoubent dans le milieu du rap français et il explose en 2016 avec Sauvagerie 2 qui enregistre 1 million de vues sur YouTube en 10 jours, une performance qui lui vaut d'être repéré par les piliers du rap, dont Fianso qui lui propose une place sur 93 Empire, un projet regroupant les plus grands artistes de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, Kalash Criminel n'habite plus à Sevran, sous peine d'avoir à enchaîner les photos avec les petits dès qu'il met la cagoule dehors, mais il garde une attache très forte avec le quartier. Au début du mois, il a participé à un événement organisé par le collectif La Révolution et En Marche à Aulnay. Je connais très bien son fondateur, Adama Traoré, un ex-rappeur. J'ai enregistré mes premiers sons dans le studio qu'il fréquentait à Saint-Denis. Il avait adoré mon rap, se souvient-il.
L'an dernier, il était aussi revenu à Sevran, présenter son disque d'or. Tout le quartier était fier, je l'ai senti. J'ai fait des photos avec des mamans, c'est ça qui me donne la force. La fosse au lion de Kalash Criminel est disponible depuis le 23 novembre. Je suis toujours le même avec ou sans buzz. Toujours rester vrai, ça c'est la base. Vendre plus de disques que Beyoncé. Ne plus avoir de problèmes financiers. Moi, je vais vous parler du nouvel album de Giorgio. Donc, Giorgio, c'est un rappeur. Habitué à présenter un projet par an depuis quelques temps, Giorgio ne déroge pas à ses habitudes. Après la réédition d'Era l'année dernière, le jeune rappeur français s'est lancé dans la conception d'un nouvel album dont il dévoile aujourd'hui le résultat. Baptisé 25 en référence à son âge, lui qui a atteint le fameux quart de siècle depuis début 2018. L'écoute démarre avec le très bon single déjà clipsé « Hier », qui donne immédiatement la tonalité de l'album, les blessures de la vie, la morosité ambiante, la solitude, puisque personne ne lui a ramené le soleil quand dans sa ville neigeait. Des sujets sérieux racontés avec un ton grave qu'on peut également retrouver sur le titre « Miroir ». Si les thèmes abordés sont propres à l'identité construite par Giorgio au fil de son œuvre, le jeune artiste n'en oublie pas pour autant d'expérimenter et d'innover. En atteste cette collaboration avec Victor Solf, moitié de R, sur le titre très planant 31 janvier. Le disque est également enrichi par 2 autres featuring d'excellente facture, à savoir Dans mon élément avec le rappeur belge Isha et Barbara avec l'Aulnésien Vald. Un album abouti qui devrait continuer d'installer Giorgio un peu plus dans le paysage du rap français, d'autant plus que l'artiste s'est construit une intéressante fanbase avec son discours singulier et ce, dès ses premiers projets, À l'abri et Bleu Noir, avant de véritablement exploser avec le très beau succès d'Era en 2016 et de sa réédition un peu plus tard. Allez, on s'écoute 25 en boucle et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Le nouvel album de Giorgio, 25, est sorti depuis décembre 2018. À tout jamais, je me rappellerai quand on manquait d'argent, que je voulais rouler loin de ma ville à prendre, sur la banquette arrière le siège avant, vivre au foyer, voir tout qui s'écroule alors que j'étais jeune, que j'avais rien demandé. Et tout de suite, j'accueille Maxime pour nous parler des sorties cinéma de ce mercredi 5 décembre. Alors, on a choisi 4 films, on a choisi de vous parler de 4 films. Donc le premier film qui est très attendu, c'est Astérix, le secret de la potion magique, de Louis Clichy et d'Alexandre Astier, avec Bernard Allan, Christian Clavier, Guillaume Briat. À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Le deuxième film qu'on a retenu, c'est Pupille, de Jeanne Herry, avec Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch et Élodie Bouchez. Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Troisième film de la sélection, Leto, avec Romain Bilic, Irina Starchenbaum et Théo Yo. Leningrad, un été du début des années 80, en amont de la perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande. Et une scène rock émerge. Mike et la femme de la belle Natacha rencontrent le jeune Victor Tsoi. Ils vont changer le cours du rock'n'roll en Union soviétique. Très bien, et le dernier film de la sélection, c'est Marche ou crève, avec Diane Rouxel, Jeanne Coendi et Cédric Kahn. Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l'été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi, mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s'occuper de sa sœur handicapée, une responsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de l'amour à la haine jusqu'à perdre pied. Eh bien, merci Maxime pour cette présentation des différents films et des sorties de la semaine. Alors moi, je vais revenir un peu sur
Astérix et le secret de la potion magique en parlant d'Alexandre Astier. Alexandre Astier est l'un des rares auteurs français à avoir su imposer sa patte dans une série au long cours comme Kaamelott, et aujourd'hui il excelle donc dans son Astérix revisité. Alors, Kaamelott, c'est bien sûr son œuvre phare. Kaamelott est bien évidemment le chef-d'œuvre à ce jour d'Alexandre Astier. C'est une série diffusée en access prime time sur M6. Kaamelott raconte la quête du Graal par le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Pas de quoi crier au génie, certes, cependant, quand on regarde le PAF, Kaamelott se démarque à bien des égards. Tout d'abord, Astier a réussi à imposer une série d'époque. Trop cher ne parlant à personne, trop cultivé, TF1 s'entêtait à rester sur les séries familiales dirigées vers la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Il faut du contemporain, du cliché, surtout ne pas dépasser la ligne. Du coup, en s'aventurant sur ce terrain, Alexandre Astier a réveillé une sorte de curiosité, que le spectateur n'avait plus l'habitude de voir. Et puis il est malin, monsieur Astier, car niveau décor, on reste sur du plan fixe et beaucoup d'intérieur, du coup ça coûte moins cher à produire. Avec le temps et une renommée grandissante, il se permettra de plus en plus d'extérieur, de travelling, ce qui diversifiera la série et ne la laissera pas tomber dans une spirale de vues et revues. La grande force de Kaamelott et d'Astier, c'est son écriture. Du ballet, les belles phrases léchées, on rentre dans le gras du sujet. Astier est un champion de toute catégorie des dialogues cinglants à base de barbarisme, d'insultes et d'autres joyeusetés. Choc pour la ménagère, joie pour le moins de 50 ans, car il entend enfin les mêmes mots qu'il prononce dans la journée. La deuxième force d'Astier, c'est que c'est quelqu'un qui vit dans notre époque. Ben oui, il est geek, il a regardé Goldorak, il a 2 iPads, il développe même un iPad. Il est jeune et curieux tout simplement. Ce que le PAF ne comprend pas, c'est que le monde de demain est en train d'être construit dès aujourd'hui par les personnes de 20-40 ans. Il est donc normal que ce soit des auteurs de cet âge-là qui doivent écrire pour le public. Aujourd'hui, on devrait voir du YouTube dans les séries, entendre parler de Facebook, bref, on devrait mettre les personnages dans un environnement contemporain. Ce que font très bien les séries américaines et anglaises, Skins, Misfits. Astier, en tant que geek et connaisseur de ses contemporains, est plus apte à avoir un propos qui parle. Regardez n'importe quelle série de TF1 et demandez-vous à chaque instant si cette série aurait pu être faite dans les années 70 voire 80. La réponse sera oui, quoique maintenant ils ont le téléphone portable dans les séries de TF1. Et ce nouvel Astérix alors, d'Astier, il était l'homme tout choisi pour adapter Astérix, pour lequel il avait déjà co-réalisé avec Louis Clichy Le Domaine des Dieux, déjà choisi comme étant le meilleur film animé de la franchise, ce que confirme le secret de la potion magique. Ce nouvel Astérix parvient parfaitement à ses fins, notamment grâce à la pluie de gags qui coule de la plume d'Alexandre Astier, dont on retrouve le style. Astérix est toutefois étonnamment absent durant toute une partie de l'intrigue, mais l'on n'y perd pas au change, avec d'autres personnages propices à des gags à répétition, comme les pirates, toujours hilarants. Bref, cette potion magique d'Alexandre Astier se révèle être une très bonne cuvée. Et on retrouve Janice pour la météo. Donc aujourd'hui, Janice, il fait quel temps ? Il fait gris sur l'ensemble de la France. Il fait 9 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Oui, excellent. Et demain, il fait quoi alors ? Il fera Gris. Il fait gris partout. Il fera 12 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Eh bien, merci Janice pour cette météo. Caméléon quand on regarde dans les glaces. De quelle couleur est un caméléon quand il se regarde dans une glace ? Alors je dirais la couleur du caméléon, c'est-à-dire marron, il me semble, quand il est pas sur... Quelle couleur le caméléon de la garde de la glace ? Multicolore. De quelle couleur est un caméléon ? Le caméléon quand il regarde la glace. Ok. Il est blouche scintillant. C'était Gelza pour la question bête du jour. Tout de suite, on retrouve Aurélien et Yvan qui vont nous parler d'un événement un peu exceptionnel qui revient tous les ans. Donc c'est le Téléthon. Alors Aurélien et Yvan, on vous écoute sur le Téléthon. Ce week-end, 7 et 8 décembre, aura lieu le Téléthon 2018, organisé par l'AFM Téléthon, une association caritative déterminée à vaincre la maladie. L'argent récolté soutient les malades, la recherche médicale et la découverte de traitements innovants. L'association est devenue un acteur majeur du développement des biothérapies pour les maladies rares. Ces thérapies qui utilisent les gènes ou les cellules bénéficient aussi à la médecine tout entière. Pascal Obispo est le parrain de cette association. Il y aura le logo du Téléthon sur l'écran de votre télévision pendant tout le week-end. La ville organise des défis sportifs pour rassembler les gens et les inviter à faire un don. 35 € ou 55 € par exemple.
exemple, c'est une association, une action de solidarité. Voilà, donc si vous regardez la télévision ce week-end et que vous souhaitez participer et faire un don au Téléthon, il faut se connecter sur leur site internet et vous pouvez faire un don. Et donc c'est un acte de générosité et de solidarité pour tout le monde. Et voilà la fin de la 13e émission. On vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. Ouais, ça passe.